espace que j'ouvre pour les gens qui veulent, sans prendre de rendez-vous, sans prendre de risque de venir faire une consulte, pouvoir un peu me rencontrer. Et puis voilà, donc c'est vrai que là, comme je suis un peu en transition sur la com, on a été complètement nuls, donc ça tombe plutôt bien, puisque on va la faire en privé, quoi. Et puis voilà. Donc si la configuration vous gêne et que vous sentez mal à l'aise, on dégage les tags, on se met là-bas. Bah là, moi, si tu donnes une conf, ça me va comme ça. Si je donne une conf. Non, de fait. Si je donne une mini-conf. Apolline, elle sait un petit peu de trucs sur moi quand même. Enfin, peut-être pas tant que ça. Il a pu c'est Je sais pas si Mathilde a fait a vendu la mèche ou pas. Je sais même plus ce que je voulais Comment parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'elle vous a dit pour que vous soyez venus. Ça m'intéresse un peu. Quelle décision va venir? Elle nous a eu allusion. Ah, c'est ça? Moi, c'est pas plutôt. Oui, toi, C'est ça. Du coup, c'est Apolline Rémy, c'est toi que j'ai pas intégré. Charline. Charline, ok. Donc, elle vous a tous eu allusion? Non. Non. Donc, Rémi, lui, par surprise. Je vais te dire très précisément ce qui m'a fait venir. Blablabla. Mais qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas tout à fait contre le fait d'avoir quelques culture pour se laisser. Non, c'est pas ça. Voilà, pour qui tout le monde, surtout ceux qui aimeraient bien qu'on leur lâche les baskets ou les boutons avec les attitudes, la communication non violente, Voilà. la vie universelle, la recherche du bonheur absolu, mais qui ne sont pas tout à fait contre le fait d'avoir quelques tuyaux, les aisselles, blablabla. Ceux qui comprennent rien, blablabla, mais aimeraient bien qu'on leur explique avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Voilà, ouais, d'accord, ok. Le blablabla ou précisément ce qui entoure le blablabla. La grave avec vos conneries. En gros, ouais, tu vois, bienveillance et synchronicité me sort par les trous de nez, ça avait un sens avant que, à un moment, ça en a plus aujourd'hui. Ouais. Je viens voir si effectivement le texte c'est peut-être faux ou pas, quoi. Ouais. Moi c'est pareil, hein, le bienveillance et machin, là, ça a fini par me sortir par les trous de nez aussi, donc je me suis un petit peu énervée comme d'habitude et du coup j'ai envie de dire aux gens que je suis énervée. Alors je fais des tolls pour dire aux gens ça m'énerve, vous m'avez saoulé. Donc voilà, et Charline c'était... Moi c'était un peu illusion aussi, et puis... non, bon, la curiosité qui n'arrête pas de parler de toi en bien. D'accord, depuis déjà en un an et demi. Non, pas un an et demi. On dérive. Pas un nombre exact, voilà. Non, pas un an alors. Donc par contre, à la limite, on fait un cassure de U parce que là, en fait, t'es complètement hyper mécano, quoi. Ouais, mais ouais, genre, ouais, c'est chelou. Il y aura un verre de vin blanc en Donc, on ne vous filme pas, on me filme moi. Le vin blanc et Mana derrière, ça va super. Ça va bien, méga bien. Ouais. Ça va méga bien pour l'apérontol, c'est pas mal. Comme ça, c'est bien. Ouais. Donc pour la toute petite histoire, donc ceux qui ne savent pas, ouais, ça fait bienveillance et machin, c'est énervant. Je suis d'accord. C'est ça. Sans interprétation. Sans interprétation. Ouais. Donc en fait pour la petite histoire, je fais partie de la catégorie des gens qui sont kinesthésiques, c'est-à-dire qui ont un rapport au monde en lien avec le sensoriel plutôt que l'auditif ou visuel. Tout le monde est kinesthésique, sensoriel, visuel. On a tous des pourcentages différents. Moi j'ai un pourcentage plus élevé en kinesthésique et j'ai un pourcentage kinesthésique plus grand que la moyenne. Donc on peut me classifier dans la clairvoyance, mais déjà là ça m'énerve. Mais voilà, on peut me classifier dans les gens qui ont un état un peu plus large, une bande passante un peu plus large que la moyenne, dans le sens que je perçois des sensations que la plupart des gens ne perçoivent même pas ou en fait pensent que ça n'existe pas même. Voilà. Donc c'est par ce biais-là et par un trajet un petit peu particulier que je suis arrivée à faire ce que je fais, c'est-à-dire de l'accompagnement. Et de l'accompagnement à la liberté en fait, concrètement. L'accompagnement à la liberté. Et c'est dans cet accompagnement à la liberté que je me suis rendu compte
que dans le milieu dans lequel dont je pensais faire partie un petit peu, qui était le milieu du développement personnel et le milieu du spirituel, même si j'ai jamais été dans ce milieu-là, j'étais un peu en désaccord avec ce qui était en train de se raconter, c'est-à-dire cette espèce d'injonction à être super bien, à être zen, à être heureux. Si t'es pas ça, t'es pas une bonne personne, donc tu fais partie des, comme on dit à Marrakech, des chétanes, quoi, des gens, des mauvaises personnes. Et donc là, ça a quand même commencé à me faire un peu saigner des oreilles. Et puis j'ai eu de plus en plus de gens qui arrivaient dans mon cabinet, alors ça c'était génial, des gens qui arrivaient, qui avaient fait, ça faisait 10 ans qu'ils étaient en développement personnel, donc qui avaient fait les lectures des trucs akashiques, qui connaissaient plein de trucs sur leur vie karmique, qui machin, mais qui concrètement dans la vie galéraient quoi. Alors concrètement, donc ils arrivaient, ils me disaient ouais mais je sais, dans une autre vie, je galère parce que dans une autre vie, machin, et donc en fait, on s'en fout. Sans parler des gens qui avaient fait 10 ans de psychanalyse ou 15 ans et qui en étaient évidemment toujours à la même place, parce que la psychanalyse, tu comprends des choses dans ta tête, et encore, c'est pas sûr, mais concrètement, dans le corps, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, donc là, c'est que j'ai fait... moi, je travaille avec... puisque je suis kinesthésique, tant que les choses ne sont pas passées dans mon corps, je ne comprends rien, en fait. Là où la plupart des gens, ils ont une information qu'ils perçoivent par la tête, s'ils me font descendre dans le corps, quand il y a des connexions. Moi, c'est le contraire. Je perçois une information et elle prend le temps qu'elle faut pour arriver jusqu'à la tête et là, ça fait ding. Donc, mon système, il est inversé par rapport à la majorité des gens. Sauf que ce système-là, il permet de percevoir plus d'informations, d'intégrer plus de choses et d'être en lien, d'après ce que j'ai compris, avec les autres d'une autre manière. Là où la plupart des gens n'arrivent pas à être en lien de cette manière-là. Moi, je suis en lien par le profond, par les profondeurs, par ce qui vibre des gens. Moi, ce que je perçois des gens, c'est ce qui vibre. Voilà, concrètement. Donc la question est de savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on vibre tel ou tel truc. Voilà. Donc c'est là où j'ai développé la fameuse théorie de l'iceberg. Super réfléchi comme truc. Parce que j'ai essayé d'expliquer ce truc de plein de fois et un jour je l'ai expliqué par là et là, a priori, ça a l'air de percuter chez les gens. Voilà. Donc est-ce que vous avez, normalement, avec ce que je vous ai dit, vous devez avoir à peu près compris ce que c'est que la théorie de l'iceberg. Est-ce que quelqu'un veut me donner son info? La plupart des trucs sont cachés, il y a beaucoup de choses qui émergent. Enfin, c'est la théorie de l'iceberg classique, ça. Ouais, c'est ça. Sauf que ce qui est caché, c'est quoi? La majorité. C'est quoi? C'est la plus grande partie, ouais. C'est la plus grande partie de quoi? C'est ça. Du psychique, enfin du... Voilà. Pas trop de généralisation à faire, je pense que chacun cache des choses et puis là ça part en d'autres. Caché, c'est pas forcément caché. Mais c'est un bon marque, quoi. Ouais. C'est ça. J'ai trop La préparé majeure le partie truc. de l'esprit inconscient. Yes. Oui, c'est beau, vous le voyez. Il est beau. Il y a même caché, oui, dans le sens caché, même caché à tous. Donc en fait, la théorie de l'iceberg, c'est que... ça c'est nous en fait. Ah ben voilà, ça recommence. Bon. Et merde. Mais t'as vu, je suis trop opérationnelle. La fille, elle est trop l'habitude de galérer. Voilà. C'est que pour moi, évidemment, comme moi je suis kinesthésique, je perçois ce qui donne le plus d'informations. Ce qui envoie, c'est comme un sonar. Moi, j'envoie une information, c'est la masse la plus importante qui va me donner les informations en retour. Si on part du principe que, comme un iceberg, ce qui est conscient pour nous, c'est 10 ou 15%, et que ce qui est nous, c'est la totalité, donc il y a à peu près 85 à 90% de ce que l'on est qui est immergé dans ce qu'on appelle la conscience profonde. Bien évidemment que moi, en tant que kinesthésique, l'information que je reçois, c'est pas l'information du petit truc qui flotte là-haut, c'est l'information qu'il y a en dessous. En fait, c'est l'information du général. Quand tu dis 85%, c'est la louche ou t'es mesuré? Non, c'est la louche. En général, je demande pour vous, c'est quoi un iceberg en pourcentage de... L'iceberg, quand tu regardes, c'est à peu près 10-90. Ouais. Donc après,
c'est ce que moi je suis beaucoup plus virulente par rapport à ça. Moi, pour moi, c'est 5,95 en réalité. Et pour des fois, pour certaines personnes, c'est pire. C'est-à-dire que le territoire sur lequel on est assis, qu'on a au soleil, il est minuscule, en fait. Et il y en a pour qui le territoire, il est vraiment petit, quoi. Donc, moi, mon travail, entre guillemets, c'est de se dire, puisque ce que je suis, la chose la plus importante de ce que je suis est immergé, c'est quand même vachement plus intéressant d'aller voir ce qu'il y a en bas que de faire le tour du mini-territoire, parce que concrètement, si ça fait 2 mètres, on a vite fait le tour, quoi. Et donc la plupart, dans le milieu actuellement, des bienveillants et des machins, tout le monde, les centrés-cœurs, ceux qui sont centrés-cœurs, c'est une phrase qui est très courante dans le milieu, il faut être centré-cœur. Dans le milieu, des gens qui sont centrés-cœur. Faut pas être dans l'ego. Faut pas être dans l'ego, tout ça. En fait, j'ai 5%, 10%, 15%, 20% à la lumière, et je raconte à tout le monde à quel point j'ai ça qui est magnifique et qui est à la lumière. Voilà. Et que surtout, ça c'est vraiment très très crade, et que du coup, ils voient beaucoup, et on voit beaucoup, nous comme on est de l'autre côté, qu'on est loin, on voit ça, puisque ça, d'accord ? Ça, c'est quand même vachement plus grand. Donc nous, on voit ça. Donc les gens qui sont là, perchés sur leur truc, ils voient. Hein. Qui voit l'iceberg ? Qui voit la partie immergée. Tout le monde, en fait. En général, quand on est face à l'autre, on voit la masse générale. On ne voit pas que la face brillante émergée. Après, on a plus ou moins un degré de conscience ou de sensation qui fait... Mais souvent, les sensations, on les a. Hein. Il y a ce qui brille, et puis il y a des trucs qui résonnent bizarre avec ce qu'on sent. C'est parce qu'on a accès à la totalité de la masse, et que c'est ça qui vient. C'est quand on rentre en contact avec l'autre, c'est avec la masse. J'allais te dire, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes quelqu'un entier, vu que ce que tu captes de sa partie immergée résonne dans ta partie immergée, a priori, tu la captes pas forcément, quoi. Tu la captes pas parce que tu n'es pas en contact avec, voilà, tu la captes pas inconsciemment. C'est là où ça devient intéressant, parce que concrètement, quand il y a 2 icebergs qui se rencontrent, en fait, ce qui se passe, c'est que comme la masse du dessous en général est plus importante que la masse du dessus, du coup, les deux, ils se rencontrent. Les 2 surfaces, elles sont éloignées, puisqu'en dessous, ça s'est rencontré, c'est bloqué. Donc on est toujours très en distance quand on est là-haut, parce qu'on ne peut pas se rapprocher. Voilà. Avec le réchauffement climatique. On a de la chance, on va pouvoir... Je m'attendais vraiment à pire comme métaphore, je trouve ça pas mal financé. Je fais ce que je peux. Avant, j'étais sur des trucs plus techniques, mais j'essaie de... C'est une métaphore finie, en plus il y a des pingouins, il y a des C'est ça. trombates, il y a des Voilà. UV, c'est pas fini, c'est pas Donc l'idée pour moi, c'est d'essayer d'expliquer aux gens que c'est pas parce que vous êtes éloigné de l'autre que vous n'êtes pas déjà en conflit, parce que vous n'êtes pas déjà en train de vous cogner. C'est comme ça qu'il y a des gens qu'on ne sent pas. Oui, c'est bizarre, on ne se connaît pas, on n'est pas du tout dans le même champ, et pourtant ça ne va pas du tout, parce qu'en fait en bas on est déjà connus. Et en plus, alors là on rentre dans le domaine du couple, par exemple, c'est que les couples très éloignés, mais c'est que si on veut se rapprocher, si les 2 surfaces veulent se rapprocher, le seul moyen pour qu'on puisse se rapprocher, c'est que là-dessous, ça casse pour pouvoir se rapprocher. Donc soit il y en a un qui casse, soit les 2 décident de casser, soit, et de toute façon, si les 2 ils cassent, à un moment donné, il va y avoir un problème. Ça va couler, ou de toute façon, on va perdre le déséquilibre. On va rentrer dans un déséquilibre. Donc là, on rentre dans le couple, c'est-à-dire c'est encore plus grave, mais c'est valable avec les collègues de travail. C'est qu'on croit qu'on est éloigné, en réalité, on est déjà en connexion, et on est déjà surtout en train de se taper dedans. C'est là que si on se dit, au lieu d'essayer de comprendre et de se lancer des perches avec l'autre, et d'essayer de se dire, d'essayer de se parler comme ça, de surface à surface, loin comme ça, si on descend tous en bas et qu'on se rencontre à l'endroit où on est rencontrés, finalement ça va être plus facile de se parler. Sauf que comme là... Je rigole, c'est blindé de monstres, des trucs comme ça.
Ah, ben voilà pourquoi on n'y va pas. Voilà pourquoi on n'y va pas. C'est que là, on est une bonne personne, hein, on brille, on est à la lumière et tout ça, c'est brillant, la neige, la glace, au soleil, ça brille. Sauf que tout ce qui est en dessous, ça brille pas puisque c'est en dessous. Sauf que je vais juste rappeler un truc absolument... moi, j'ai toujours l'impression de dire des énormités et de revendiquer des énormités. C'est qu'en fait, ça brille, ça non, mais ça reste tout... En fait, tout est de la glace. Hein. Tout est de la même matière. Tout est de la glace, tout est de la même matière. Il y a juste qu'à immerger. Donc, s'il suffit que je descende le niveau de l'eau un petit peu, ce qui était avant dans l'ombre, caché, et puis où il y avait a priori plein de monstres, se retrouvent à la lumière du soleil, et cette partie qui était immergée va se retrouver à briller comme tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est la théorie de l'iceberg. Je vous laisse faire votre petit ménage dans votre tête, ce que ça peut impliquer. C'est Jung qui disait « Aucun chemin vers la lumière ne peut faire l'économie de l'ombre ». C'est que tous les chemins, entre guillemets, d'éveil, parce que là, ils sont tous dans leur délire de vouloir aller vers l'éveil et d'être dans la lumière, ben, finalement, ça ne passe que par un seul chemin, c'est de plonger, de mettre déjà masque et tuba pour déjà aller sur les premières couches, et puis après, plus on se renforce, plus on peut mettre des scaphandres, et plus on apprend à faire de l'apnée, plus on peut descendre loin, et plus ça peut commencer à devenir intéressant. Je me permets d'ajouter, c'est bien d'avoir quelqu'un qui tient un fil aussi. Voilà. C'est là que, en fait, pour faire ça, c'est bien si on a les apprentis, les gens qui apprennent les guides. Ou comme les scaphandriers, il y a un tuyau, donc ils sont reliés. Ouais, mais même des gens qui t'apprennent. Oui, c'est ça. Puis les gens qui t'apprennent à descendre, les gens qui t'apprennent à faire des moniteurs de plongée. Voilà. Donc, je ne suis qu'un moniteur de plongée. Moi, concrètement, ouais. Alors, des fois, je me nomme comme serrurier, mais moniteur de plongée, c'est C'est bien. pas mal, ouais. Technicien de surface. Technicien de surface aussi. Moniteur de plongée. Voilà, concrètement, là où je me trouve et là où devraient se trouver toutes les personnes qui font de l'accompagnement, c'est juste à cet endroit de dire non mais t'es juste moniteur de plongée en fait. Hein. Déjà, c'est pas toi qui as fait le fond marin, tu vas te calmer. Si le truc est magnifique, c'est pas toi, c'est l'autre, d'accord? C'est son iceberg et tu l'amènes juste à lui découvrir. Toi, tu connais juste, tu as juste des techniques et tu sais juste comment faire pour descendre. Alors, effectivement, tu as des moniteurs de plongée qui savent faire le 100 mètres, le 200 mètres, puis tu as des moniteurs de plongée qui savent faire les plongées profondes. Là, ça dépend où tu as envie d'aller. Donc, si tu as envie de faire les premières surfaces, bah, tu fais de la sophrologie, des trucs comme ça. Puis après, si tu veux descendre plus loin, hein? On parle de méditation pleine conscience aussi. Oui, la méditation pleine conscience. Alors, Ouais, moi j'avais une question là-dessus. Ouais, vas-y. Parce que, alors, ouais, je sais pas si c'est la pleine conscience, mais en tout cas, Vipassana par exemple, il pas pareil, hein. Oula. que Bodhisattva et compagnie, là, ils revendiquent que tu sors tes sankaras, là, en gros tes péchés, tu te nettoies au fur et à mesure que émerge toute la merde, enfin en fait à force de méditer, Ouais. d'observer, il y a des trucs qui émergent, il faut les observer sans bouger. rien. Et au bout d'un moment, on est censé se nettoyer et devenir comme Mathieu Ricard au bout de très longtemps. Quelqu'un d'heureux et qui n'a plus de problème dans la vie parce qu'on a, à force, on a fait émerger tous les trucs. Donc, ça serait un peu le. Moi, je trouve qu'il y a un peu un côté bienveillance, machin, dans la méditation aussi qui m'emmerde. Ouais. Mais pareil, pour de vrai, quand même, Ouais. ça marche et ça nettoie. Ouais, mais ça dépend de l'intention de base, c'est toujours pareil. C'est l'intention de base, la problématique qu'on a dans les intentions de développement personnel et de méditation, c'est l'idée que ce que l'on est n'est pas parfait, que l'on doit changer. En fait, il est là le problème. C'est juste ça. C'est-à-dire que tu n'es pas une bonne personne parce que tu n'es pas nettoyé. Et qu'à partir de là, il faut absolument que tu te nettoies. Là, c'est là où on démarre le problème. Tu l'as dit dans ton descriptif, marre d'être une bonne personne, soyons la bonne personne. En fait, tu sais, c'est Alexandre Jolien qui revient de Ouais. 3 ans de retraite en méditation de pleine conscience et qui dit « Je me suis guéri de mon envie de guérir ». Ouais, voilà. Ben, exactement. Concrètement, quand tu as fait ça, tu as gagné.
C'est Déjà, c'est ouais. libère. C'est libère. Mais parce qu'en réalité, entre guillemets, le chemin, ce chemin-là, Donc c'est juste un travail d'acceptation en fait, c'est ça? Plus que de nettoyer. ah oui, Accepter alors, voilà, ce moi, qu'on en tout cas, en ce qui me concerne, la manière dont je conçois les choses, pour moi, la seule raison qui fait que j'accompagne des gens, c'est juste d'accompagner les gens à accepter d'être là où ils sont. Et en arrêtant de lutter, en arrêtant de penser qu'ils doivent être autre chose, mieux que je ne sais pas quoi, qu'il y a un mieux d'eux-mêmes qui devrait exister, qui n'est pas là et auquel ils doivent absolument, qu'ils doivent atteindre absolument. En fait, c'est vraiment se libérer de ça. Le chemin, c'est de se dire, en fait, je suis déjà arrivé. Mais parfois, il faut 20 ans pour se comprendre qu'on est déjà arrivé. Et se nettoyer de tout ce que l'on croit qu'on doit nettoyer. En fait, Alors après, chacun son chemin, effectivement, pour arriver à cette conclusion. Mais si vous partez ce soir en vous disant, en ayant accepté à 100% cette conclusion, en fait, vous êtes arrivé, il n'y a plus rien à faire. Faites plus rien. Et d'ailleurs, de toute façon, moi je vous dis, faites plus rien. Faites plus rien. donc l'objet, ça serait en fait d'apprendre à aimer son iceberg, quoi. Son iceberg, enfin la partie D'apprendre à immergée. aimer son iceberg. De le voir et D'aimer la totalité de son iceberg. d'aimer Bah, la totalité si de tu te l'iceberg. dis, Donc c'est pas de le transformer, quoi, c'est juste de l'assumer et de bah, le transformer, si c'est de la glace, ça va le fondre. Et du coup, il n'y a que de l'eau. Non. Du coup, t'es plus debout parce que t'es coulé. C'est en fait, tu sais, c'est comme. Bah, ça, c'est pareil, c'est des énormités. C'est comme la rose qui va pousser, c'est comme le rhododendron qui va pousser, qui va dire toute sa vie, pourquoi je suis pas une rose. Bah, t'es un rhododendron, c'est super, point, basta. Donc, t'es un iceberg, alors voilà, tu peux passer ta vie à te dire putain, j'aimerais tellement ressembler à l'autre iceberg là-bas. À une dune. Non, mais même l'autre iceberg, parce que lui, il a des courbes vachement plus harmonieuses. Attention, je suis en train de retomber vraiment dans la base de la base du développement personnel. Je pensais que justement tu voulais parler de ça. La base de l'autre qui est. Qui est accepte-toi toi-même, mais quand t'as dit ça, t'as rien dit en fait. Quoi, Ben oui, mais en fait, on n'a rien dit. Personne n'a rien dit. En fait, on ne sait rien et tout le monde est capable de faire ce que je suis en train de faire. D'accord? De juste dire, mais pourquoi tu te prends la tête en fait? Lâche-toi les baskets. Ça, c'est tout le monde le dit, tout le monde le répète. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait que malgré que. Après, j'ai quand même appris, dont par une personne qui est quand même dans cette pièce, qu'il y a quand même des gens qui disent qu'ils sont des êtres supérieurs. D'accord. c'est facile d'en arriver à ça. Oui, mais donc ça veut dire que ça veut dire que le message de dire vous restez là où vous êtes, arrêtez-vous, arrêtez de vouloir avancer à je sais pas où, et il y a des choses à faire, mais juste à plonger, reste existant. Puisqu'il y a encore des gens qui continuent à donner un message qui est vous n'êtes pas parfait, nous oui. Ils sont supérieurs à 70 € de l'heure ou à 90 € de l'heure? Plus que ça. Ouais, d'accord. Plus que ça. Il y en a même qui ne sont pas thérapeutes qui pensent ça. Ok, ouais. Ça me parle juste du fait que moi je suis passé par, j'ai voulu me changer. Je pense que concrètement, quand je serai de nouveau dans mal, j'aurai à nouveau cette impulsion de vouloir me changer. Pour l'instant, ça va, c'est cool. Mais donc, à force de chercher tout plein de choses, rencontrer tout plein de gens, je suis arrivé à la conclusion effectivement que si je rencontre quelqu'un qui me dit ah ouais, je vois ce que t'as, t'inquiète, je sais ce qu'il te faut, a priori, je me dis merci, c'est bon, Ouais. au revoir. Et bien heureusement, jusqu'à maintenant, il ne me semble pas avoir rencontré de personnes qui connaissaient le truc et qui m'ont dit je vais t'accompagner sous couvert de. Tout ça, ce serait le truc le plus dangereux du monde. Ouais. Non, mais tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit c'est toi qui vas faire le taf, je vais t'accompagner, je vais tenir le fil, je vais pomper l'air l'oxygène pour que tu puisses plonger. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Ouais. Mais ça me paraît. Mais moi aussi j'ai eu plutôt de la chance en fait. Ça vous parle ce que je. Ouais. Dans votre expérience? J'ai jamais été thérapeute. Maintenant, il y a plus le discours de dire qu'en fait, elle va prendre ton pouvoir plutôt que de faire quelque chose. C'est plutôt ça son
personne qui va te dire qu'elle peut faire quelque chose, fuis, concrètement. Fuis, parce que... Mais le truc, c'est que oui, ça nous paraît évident. Quand tu as fait un process et que tu as eu la chance de rencontrer des gens qui t'ont donné le bon message, mais il se trouve que malheureusement, ce message-là continue à perdurer, qu'il y a encore plein de gens à qui on vend du « oui, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir »,« oui, t'inquiète pas, tu peux guérir »,« oui, machin », se continue à perdurer et qu'il y a plus de monde qui donne cette information-là que de monde qui donne l'information qui est la seule chose que tu as à faire, c'est de regarder ce qui se passe maintenant, d'accepter ce qui est là et de descendre tranquillement si tu as envie, voir en bas, quoi. Parce que tu n'as pas à changer ce qui est présent. C'est pour ça qu'on est encore en train de... Moi, je suis là en train de dire, je vais quand même faire l'effort. Ouais. Moi, j'ai deux questions. Donc, tu parles plus de, en gros, accepter, assumer, etc. Mais par rapport à ce que tu disais sur les deux icebergs, genre le couple ou les collègues qui se fritent, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on assume qu'on a un gros iceberg en dessous et qu'on va pas s'entendre avec son collègue ou qu'on va se séparer de son parent. Déjà se rendre compte, non mais déjà c'est se dire, si je commence à penser que je ne suis que ça, c'est impossible que je vive ma vie normalement en lien avec l'autre. C'est impossible. Parce que ça, c'est 10% de moi. Donc en fait, c'est mon collègue, mon conjoint, il a des informations à me donner. Je suis en lien avec lui. Et c'est lui qui peut me donner des informations parce qu'il est en contact avec moi. D'accord? Il peut me donner des informations sur la forme de mon iceberg. Si, quand je fais ça, je cogne, tiens, je sais que là, ça me donne ma limite de ce que je suis. Et si je fais ça plein de fois, du coup, je me rends compte que je cogne. Et ça peut me donner une vision interne de la forme que j'ai. Sauf que moi, je le parle en ressenti, parce que moi, c'est comme ça que je le perçois. Là, pour le repasser en mental, c'est là où la limite de l'autre me donne une information que je ne supporte pas, elle me donne une information qui est que s'il y a ça chez moi que je ne supporte pas. Donc là, on rentre dans le fameux jeu du miroir qui est normalement divulgué. Normalement, on en parle dans tout accompagnement, que ce que l'autre te renvoie, il te renvoie qu'une image qui t'appartient, et qu'il n'est pas là pour te dire tu n'es pas une bonne personne, il est là pour te dire il y a ça chez toi avec lequel tu es en conflit. C'est-à-dire que si tu penses que cette partie-là ne t'appartient pas, tu te coupes d'une partie de toi. Parce que, moi je vais parler énergétique, ça c'est une masse énergétique. Ce que nous sommes, c'est une masse énergétique. Si la 90% de mon énergie se trouve dans la partie que je ne veux pas aller voir, je me prive de 90% d'énergie. Et c'est ce que, en tout cas pour tous les gens qui arrivent chez moi, c'est ce qui se passe. Et c'est ce que je vois dans ma vie, même privée, c'est que je me retrouve face à des gens qui sont coupés de ce qu'ils sont eux-mêmes et qui donc essayent de lutter dans leur vie avec une énergie qui est de 10% alors qu'ils ont 90%, sauf que 90%, on leur a dit « Ah ben non, c'est des monstres, c'est moche, et si tu vas voir ça, t'es une mauvaise personne. » Donc je ne me sers pas de ce qui est une mauvaise personne. Il y a aussi que, si tu as le choix de ne pas aller le voir, la plupart des gens choisissent de ne pas aller le voir. Je vais faire l'avocat du diable. Moi j'ai le sentiment que dans ma vie, j'ai pas eu le choix d'aller le voir. Je sais pas si j'ai raison ou pas. J'étais obligé. Ils étaient là, donc j'ai de la chance, je pense, pour aujourd'hui. J'avais pas dit la même chose il y a quelques années. Okay. Mais si quelqu'un trouve une super parade comme travailler à Donf, gagner plein de sous, ou niquer à gogo, ou se droguer, et que ça marche pour lui et que c'est validé par la société. Voilà. Il ne peut pas aller voir les gens. Ouais. C'est parce qu'il pense être heureux, c'est parce que c'est quand tu penses que tu n'es pas heureux que tu fais l'effort de t'améliorer, mais c'est comme ça pour tous les domaines de la vie en fait. Il y a plein de gens qui ont peur aussi de les voir. C'est ça. C'est peur de les affronter, de les regarder, de travailler avec, de les apprivoiser. Mais tout à fait.
parce que ce qui est l'information que l'on donne de cette partie, c'est l'information que l'on donne de l'inconscient, l'image un peu qui est a priori de ce que j'en ai perçu moi. Après c'est aussi dans mon monde qui se passe ça, c'est que les gens n'y vont pas parce que l'image qu'on leur a donnée, et je pense que les religions y sont pour beaucoup, c'est n'y allez pas. N'y allez pas parce que c'est les forces de l'ombre. Moi je me suis retrouvée en conversation avec un chaman. Un chaman qui est prof de yoga, donc qui est dans une ouverture d'esprit et qui a priori, pour moi, non mais justement donc je lui explique ce que je suis en train de faire et donc je lui dis voilà, moi je travaille sur la partie de l'ombre, donc ce qu'on appelle les forces de l'ombre. Là le gars fait 1 mètre en arrière, il me regarde et me dit mais ça c'est hyper dangereux, faut pas le faire, c'est pas si les religions ont dit qu'il fallait pas le faire, c'est pour une bonne raison. Je lui dis mais on en est là en fait. C'est-à-dire que tu m'étonnes qu'on ne va pas y aller. Je dis, mais si tu parles, moi je ne suis pas en train de parler des forces de l'ombre, parce qu'on nous a vendu les forces de l'ombre, mais en fait c'est notre force à nous, et qu'effectivement, si Apolline, demain, va voir la partie de 90%, elle va se présenter autrement dans le monde, et elle va commencer à ouvrir sa gueule là où d'habitude elle n'ouvrait pas sa gueule, toi pareil, et Rémi pareil, et pour nous tous pareil. Tu vas te faire traiter de connasse, hein. Si tu commences à aller chercher ça et à t'asseoir avec ça et arriver avec ta masse complète, ce qu'on va percevoir de toi va être complètement différent parce que ça sera assumé autrement. C'est que c'est pas ça qu'il y aura dans la lumière, c'est ça. Là où eux, ils ont 2 km, toi tu auras 200 km, voire 2 hectares. Du coup, la place que tu prends, elle est différente et l'impact que tu as, elle est différente. Donc n'y va pas. Ah mais n'y va pas, mais n'y va surtout pas. Tu risquerais de pouvoir changer les choses. Tu vas être moins manipulable puisque n'y va pas. Attention, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de malentendu dans ce que tu viens de raconter entre l'ombre au sens de Jung, tu vois, on a l'ombre du menteur, du manipulateur, ouais. Voilà, ces parties sombres de nous. Et je sais pas, peut-être que cette personne pensait à des entités malveillantes quand il a entendu l'ombre, je sais pas. Tu vois, c'est qu'il y a un malentendu de ce côté-là. Mais il y a un malentendu général en fait. C'est que un monstre, tu sais, c'est un peu l'histoire dans la nuit quand tu dors, ta chaise avec tes vêtements, tu te réveilles en pleine nuit, c'est un monstre. Tu allumes la lumière, c'est des vêtements sur une chaise. Je pense qu'on en est là en fait. Je vous précise pas, je parle peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui. Je vais reprendre les termes qu'ils utilisent, ouais. Qui vont dans le monde autre, au monde des esprits, oui. Et l'apprentissage qu'ils font de ce monde-là, c'est qu'il n'y a pas de. Il y a des entités qui sont bienveillantes, des entités qui sont malveillantes. Voilà. Je réutilise les mots qu'ils utilisent. Est-ce que cette personne aurait pu comprendre par ombre? Oui. Tu parlais d'entités malveillantes de ce monde-là, qui sont des entités séparées de nous, qui ne sont pas. Mais bien sûr qu'elle a mal compris. Mais bien sûr qu'elle a mal compris, parce que quand on parle d'ombre, c'est ça qu'on va, dans l'imagerie, c'est là qu'on va. C'est qu'on s'imagine que dans l'ombre, il y a de toute façon des entités malveillantes et des entités bienveillantes, entre guillemets. Mais en général, quand tu parles d'ombre, il y a cette espèce de... c'est dans l'ombre, donc c'est caché, donc c'est dangereux. Donc pour moi... Est-ce que vous connaissez Franck Lopé ou pas du tout? Franck Lopé? Non. Entendu parler? Si, celui qui a écrit un bouquin qui s'appelle Un homme debout, ouais. Je l'ai écouté parler. Ouais. Lui, il est très... il va très loin dans ses précisions, il a fait ses précisions. Il est très précis dans ce qu'il explique, ce que je ne sais pas faire parce que je n'ai pas du tout sa capacité de traduire en mots ce que je perçois, c'est très compliqué. Donc lui, il est allé très loin dans les précisions, mais moi je rejoins à 2000% sa théorie, qui est que le monde dans lequel on est nous appartient. Les entités malveillantes, les entités bienveillantes, ce sont les nôtres. Tout nous appartient, c'est à nous. Si je considère qu'il y a des entités malveillantes, c'est les miennes. Si je pense que ces entités malveillantes vont me faire du mal, c'est ce qui va se passer. Si je crois qu'il n'y a que des entités bienveillantes,
ce qui va se passer, c'est que je vais être accompagnée par des guides toute ma vie, quoi. Donc oui, à partir du moment où on ouvre la porte de ce qu'on appelle le monde invisible, bah, évidemment, on ouvre la porte à tout. Quand je descends, vu que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, bah, je vais peut-être rencontrer à ces niveaux-là c'est comme dans les fonds sous-marins, plus on descend, plus il y a des bêtes qui sont adaptées à ces milieux-là. Mais c'est notre monde. Et effectivement, avec le poisson avec la lanterne, dans les eaux les plus profondes. Et qu'effectivement, tout le monde n'est pas, je crois qu'on n'est pas spécialement tous égaux dans la possibilité d'aller descendre en fait. Il y en a qui vont avoir la possibilité d'aller vraiment dans les eaux très profondes parce qu'ils sont armés pour. Et il y en a qui, dès qu'ils sont un peu en dessous de la surface, c'est panique à bord et c'est déjà énorme d'avoir fait ça, quoi, pour eux. Mais il n'empêche que c'est eux, de toute façon. C'est leur iceberg et c'est leur énergie. Donc effectivement, aller à la recherche et replonger à l'intérieur de nous pour aller récupérer notre énergie, ça demande de l'énergie, ça demande des techniques, ça demande un certain effort, mais ce qu'on récupère en contrepartie est quand même très intéressant. Donc moi je fais les voyages chamaniques et tout ça, j'ai mis du temps à y aller. C'est un truc que j'ai refusé pendant quasiment 10 ans. Parce que tout ce qui se vendait là-dedans, les guides, oui alors je fais appel à mes guides, oui je fais appel à machin. Tu pourrais nous raconter de manière un peu synthétique les étapes que tu as connues? Ouais. C'est vrai que la dernière fois que tu t'étais présenté. Donc en fait, déjà j'ai la chance d'être partie, ma famille est partie habiter à la montagne, j'étais très jeune, j'avais 3 ans. Donc quand je dis la montagne, c'est un endroit où il n'y avait pas de magasin, dans la montagne. Il y avait 3 maisons habitées, il y avait nous et 3 maisons de bergers. Voilà. Donc j'ai découvert les magasins à 11 ans, par exemple. Donc on était à l'école, on était 6, dont 4 de mes frères et sœurs. Voilà. Donc déjà, effectivement, c'est un rapport à la vie qui est différent. Effectivement, donc j'ai vécu là de 3 jusqu'à 11 ans, où là, on a déménagé dans le sud de la France, dans un village du sud de la France. Donc pas non plus... j'ai mis 1 mois à sortir de chez moi, hein, parce que pour moi, c'était la foule, quoi. Donc j'ai grandi vraiment en pleine nature. Pour moi, l'être humain, c'était des bergers, et pour moi, les gens avec qui j'avais plus d'échanges, c'était les moutons, les chiens, il n'y avait pas de séparation entre ce que j'étais et puis la nature. Sachant qu'en plus de ça, je suis née déjà, à partir de 5 ans, j'avais des trucs bizarres qui m'arrivaient, j'entendais des voix, je me suis aperçue assez rapidement que j'avais des trucs un petit peu particuliers, qui m'a coûté assez cher parce que dans ma famille, on m'appelait Madame Soleil. Je sais pas, pour les jeunes, ça ne veut rien dire. Peut-être si tu... Peut-être si tu as connu déjà Madame Soleil, c'était une médium qui était à la télé dans les années 80, qu'on appelait Madame Soleil. Donc moi, ma famille, ils m'appelaient comme ça, Madame Soleil, pas du tout gentiment. Hein. C'était pas du tout... c'était plutôt Madame Soleil, tu nous saoules avec tes questions. C'est pas du tout Madame Soleil. Donc j'ai passé 30 ans de ma vie à ne surtout pas être Madame Soleil. Surtout pas être Madame Soleil. Donc à 11 ans, on est reparti de cette montagne-là. Et à 12 ans, j'ai eu une espèce de flash bizarre, où j'ai eu une espèce de... comme si j'avais l'univers tout entier, la galaxie tout entière, j'ai eu en espèce d'un quart de seconde toutes les informations du système solaire, de machin, pas du tout prévu, hein. J'étais en train de monter les escaliers, ça m'arrivait d'un coup, j'ai eu un gros choc et j'ai pleuré, et j'ai passé 30 ans à essayer de comprendre ce qui m'est arrivé, concrètement. Donc j'ai fait 25 ans de dépression derrière. Ça m'est arrivé à 12 ans, jusqu'à 14 ans encore, je m'amusais encore un peu avec ça. Non, tu vas peut-être le dire ensuite. Vas-y, dis-moi. J'ai demandé comment c'était quoi tes outils pour survivre à la dépression qui a suivi ça. Et si c'est une question trop intime, c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui, hein, c'est que j'ai eu un process derrière qui m'a permis
de sortir de cet état-là et de commencer à me dire, bon, a priori, la manière dont je fonctionne, c'est pas la manière dont les gens fonctionnent tous. Donc jusqu'à 14 ans à peu près, moi je m'amusais un peu avec ça, avec les choses que j'avais compris qu'en vraiment en ayant une force de pensée très forte, on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Donc je m'amusais dans la rue à faire changer les gens de direction, des trucs comme ça. Et en fait un jour je me suis dit, putain, en fait, est-ce que je vais être assez forte pour contrôler mon ego? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça à 14 ans. Et donc j'ai décidé de tout bloquer parce qu'au lieu de me dire je vais chercher un maître, ça aurait pu être un truc intelligent, hein, je me suis dit non, je bloque tout. C'est vrai, je sais pas, ça ne m'est jamais pas venu à l'esprit. Je me suis dit là, mais moi je vais jamais pouvoir gérer mon ego, je ne sais même pas d'où je sortais cette notion déjà. Tout ce que je peux vous dire, c'est vrai que dans cette période-là, à 12 ans, je lisais L'Homme sans grand pas. L'Homme sans grand pas, c'est un moine qui a écrit un bouquin ou des bouquins sur le sortie de corps. Voilà, sur les voyages astraux. Donc je sais pas, j'étais tombée là-dessus. Je me suis dit, tiens, je vais faire un voyage astral. Si je m'y mets maintenant, dans 10 ans, je saurais faire les voyages astrales, c'est génial et tout ça. Donc je me suis dit, tiens, allez, je me suis préparé mon espace, je me suis allongée, je vais faire un voyage astral, c'est génial. Et en fait, du première fois, ça a marché, j'ai eu la flip de ma vie. J'ai dit, plus jamais. Je suis rentrée, j'ai dit, plus jamais. Après, j'ai continué à jouer un petit peu avec ces conneries. Après, j'ai dit, stop, j'ai tout bloqué à 14 ans. Donc là, derrière a suivi effectivement 25 ans de dépression lourde. Enfin, c'est-à-dire vraiment, j'ai très peu de souvenirs, ça a été vraiment du très très grand tout et n'importe quoi. Et un jour, j'ai une de mes copines qui avait été formée au Reiki, qui me fait une séance, elle me dit « Ah, je suis chaude, j'ai appris un truc et tout, si tu veux, je te fais une séance et tout, machin. » Je lui dis « Bon, ben vas-y. » Et là, j'ai quand même senti des trucs super bizarres, mais hyper puissants et super bizarres. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre? Des sensations dans mon corps, parce que la dépression en fait c'est, moi j'étais kinesthésie, et donc j'avais coupé mes sensations corporelles en fait. J'avais coupé mes sensations fines, subtiles, parce que c'était insupportable, parce qu'en vérité j'avais trop d'informations et que je ne gérais pas du tout. Donc j'ai recommencé à sentir des choses dans mon corps extrêmement, des sensations subtiles, des sensations énergétiques que j'avais oubliées. Et là ça m'a vraiment, genre comme si il y avait quelqu'un qui m'appuyait sur la tête comme ça. Fort, 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 comme s'il y avait quelqu'un qui m'appuyait sur la tête alors qu'elle était à mes pieds. Je dis, c'est quand même bizarre ton truc. Puis vraiment, ça m'a fait un effet vraiment dans mon corps, vraiment très fort, des chauds, vraiment très très choquant quoi. Et donc, à l'époque j'habitais sur Paris, j'ai décidé d'aller voir un maître Reiki pour me faire soigner. Parce qu'effectivement, j'étais en dépression, je prenais pas de médicaments, j'avais toujours refusé de prendre des médicaments, donc je survivais, je survivais comme ça, à vue d'œil, je faisais des conneries sur conneries, c'était n'importe quoi. Donc j'ai été voir un maître Reiki et donc là j'ai fait des soins. Quand tu dis, c'est précisément ça ma question, tu survivais, tu faisais des conneries, c'est comment tu survivais? Pour te dire... Et encore une fois, je peux entendre que t'es pas... Après, je me suis quand même, j'ai pris quand même des drogues. Hein. J'ai jamais été très loin parce que j'ai jamais très cautionné. Et puis le simple fait de fumer des pétards, ça me défonçait complètement la gueule, donc j'ai vite arrêté aussi. J'ai arrêté très tôt, je me suis défoncé très jeune, j'ai arrêté très tôt. C'est-à-dire à 18 ans, je peux t'arrêter. Hein. Concrètement, je me suis défoncé de 14 à 18, après j'ai arrêté parce que j'ai senti le danger, même si je planais à 20 000. J'ai vraiment senti le danger. Et est-ce que c'est possible de préciser les substances que tu as utilisées? Non, j'ai été sur les champignons hallucinogènes, le pétard. Ouais. J'ai jamais pris ni héroïne ni cocaïne et j'ai pris de LSD. C'était pas mal vu dans l'état où j'étais, le LSD, j'ai eu des bonnes ouvertures. C'était sympa, mais il fallait redescendre après. J'ai pris des champignons une fois, je suis restée bloquée 8 mois, scotché. Ça veut dire quoi ça? 8 mois, pendant 8 mois, toutes les 30 secondes, je touchais ma carotide pour vérifier si j'étais en vie. Par exemple, c'était sympa. Sympa comme ambiance. Non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment là, tu te dis. Donc j'ai passé quand même pendant 25 ans à me poser la question est-ce que je me fais interner ou pas. Ça a quand même été vraiment ça, parce que c'était des bascules. J'ai été. Est-ce que j'étais bipolaire, c'est quand même bien posé comme question. J'ai eu une fille très jeune, dans des conditions pas possibles. J'ai eu le père de ma fille était un père violent, un mec violent. Enfin, j'ai vécu tous les trucs de merde que tu vis quand t'es pas incarné en fait. Donc moi, à cette époque-là, mon grand truc, c'était de me dire, en fait, c'est génial, je suis capable de quitter mon corps, on peut me faire ce que je veux, je m'en fous. Super. Top. Ouais, j'ai pas été incarné, j'ai pas vécu la même chose que toi. Ouais. C'est un peu le principe de la coquille vide, en fait. C'est bon, c'est plus de mon ressort, on s'en fout pas. Ouais.
c'est ce qui génère la dépression. Pour nous, les énergéticiens, la dépression, c'est quand la conscience est trop absence du corps, le corps se met il se met en mode destruction, en autodestruction, et le mode il se met en mode mort en fait. Lui, il estime que tu es mort, et donc il est plus dans un process de vivant, il est dans un process de mort. Donc il va que là-dedans. Donc la séance que m'a faite cette personne, en fait, ça m'a fait comme un électrochoc. Concrètement, c'est quand quelqu'un est en train de mourir, tu lui fais un électrochoc, ça repart. Ça m'a vraiment fait cette sensation-là, un truc qui fait... Donc je suis allée, avec le peu d'énergie de vie qui est revenu, de conscience dans le corps qui est revenu, je me suis dit, je vais aller voir un maître Reiki, je vais me faire soigner. Donc là, j'ai vécu des séances de Reiki, on peut en penser ce qu'on veut. Et en tout cas, pour moi, c'était horrible. Hein. Je sortais de séance, je pleurais pendant des heures, j'avais des visions horribles à ce moment-là, parce que quand on est une coquille vide, effectivement, là, quand on n'est pas là, il faut savoir qu'il y a des énergies qui sont là quand même. C'est qui est là quand on n'est pas là, c'est toujours la question, c'est si t'es pas là, qui c'est qui est là. Donc en fait, effectivement, à ce moment-là, j'ai un truc de nettoyage, mais un lieu de nettoyage qui est... Hein, non, vous avez lu Lovecraft? Ah non. Ouais, c'est ça. Ne lis pas Lovecraft, c'est de la littérature d'horreur. Ouais. Et il y a un épisode comme ça, ouais, sur justement un gars qui est absent pendant plusieurs années. C'est ça. Et c'est quelqu'un qui a sa place. C'est ça. Donc après, en fait, c'est que toutes les énergies qui passent, avec deux passages qui ne savent pas où aller, elles ont un réceptacle. Donc elles se mettent là, hein, tranquille, à partir du moment où tu reviens, ça dégage. Hein. Donc là, ça a été vraiment... le Reiki, c'est juste qu'on t'envoie... C'est comme des électrochocs, on t'envoie des shoots d'énergie en plus. Donc ce qui fait que ça c'est ramener la conscience dans le corps comme ça, et ça fait vraiment même des soubresauts, et du coup, tu gagnes en territoire, de reprise de territoire. Donc effectivement, moi, quand je suis revenue, je me suis quand même un peu rendu compte, quand tu es parti 20 ans ou 25 ans de quelque part, quand tu reviens, c'est squatté, hein, c'est le bordel, il faut faire le ménage. Ça, c'est sûr. Donc après, ça a été tout un travail de reconstruction, je reprends ma place dans mon territoire, parce que là, il y a déjà toi qui t'a invité, qu'est-ce que tu fais là? Ça a vraiment été, la pratique, elle a été là. Et donc, ça a été très long, hein. Ça a été très long, hein, le processus quand même, ça a été très long. Combien de temps? Je ne sais plus quand est-ce que j'ai vraiment démarré, quand est-ce que je suis revenue. Il y en a pour 10 ans quand même. Entre le moment où tu reviens et le moment où tu as fait le ménage et que tu as reconstruit un peu des trucs qui tiennent la route, ça prend du temps. Mais là, j'ai eu de la chance, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance, à chaque fois que j'ai voulu faire des stages, des trucs, des machins, je suis bien guidée, je m'auto-guide bien, c'est-à-dire que moi, dans mon inconscient profond, j'ai des guides qui sont quand même... je suis moi-même un bon guide pour moi-même, parce que je me suis épargnée. À chaque fois que j'ai voulu faire des stages un peu machin bidule, j'ai jamais pu les faire en fait. À chaque fois, ça ne marchait pas, donc je suis toujours tombée sur des trucs qui étaient plutôt justes et plutôt dans le démerde-toi concrètement, quoi, tu vois, c'est toi qui as les clés, démerde-toi. Et donc à un moment donné de cette reprise de conscience-là, ça faisait 20 ans que je voulais rejoindre une communauté bouddhiste. Ça fait 20 ans que je me disais non, pour une seule raison, et alors là c'est la connerie absolue, c'est que je me disais, en fait quand tu prends refuge dans le bouddhisme, tu prends refuge. Déjà c'est pas obligé, mais le terme c'est tu prends refuge. Et moi, grande gueule, je disais mais moi j'ai pas besoin de prendre refuge quoi. Refuge de quoi? C'est bon quoi. Sois un peu bienveillant avec toi. Voilà, c'est ça. Donc j'étais dans ce truc de me dire, non mais l'orgueil absolu, de non mais c'est bon, je m'en sortirai toute seule. Voilà. Au bout de 25 ans, tu dis en fait non, je m'en suis pas sortie, j'ai fait n'importe quoi. Donc une fois que effectivement la conscience est revenue et que je me suis dit bon bah là je rejoins une communauté bouddhiste, il se trouve que je vais sur internet et il y avait comment on appelle ça, un monastère qui venait de se construire juste à côté de chez moi. Comme de par hasard. Truc de ouf. Non, j'étais à Paris là. Donc, qui était la succursale du village des Pruniers. Vous connaissez le village des Pruniers? C'est Thich Nhat Hanh. Voilà. Donc moi je fais partie de la communauté de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Et qui est Thaï. On l'appelle Thaï. Donc ils ont un très très gros monastère en Dordogne. Voilà, dans le sud de la France. En Dordogne, à côté de Bordeaux. Et ils ont une petite succursale en Ile-de-France à Noisy-le-Grand. J'habitais à côté.
Donc je suis allée les voir, je suis allée au monastère, j'ai dit bon bah je vais au monastère, donc ils faisaient un truc le samedi matin, tous les samedis matins, ils faisaient la lecture aux 5 entraînements à la pleine conscience et aux 14 entraînements à la pleine conscience. Donc c'est des entraînements à la pleine conscience, c'est des entraînements à la pleine conscience, tu t'entraînes à la pleine conscience et c'est sur plein de sujets, et donc il y en a 5 pour pour le premier degré et 14 entraînements si tu veux devenir ordonné laïque. Donc moi, je ne connaissais rien, j'allais là-bas tous les samedis, je venais à la récitation et je repartais, ce que personne ne faisait. Donc un jour les moines, ils m'ont bloqué, bon ça a duré 6 mois, 8 mois, pratiquement un an, où j'y allais tous les samedis, juste pour la récitation et je partais, parce que ça me permettait de descendre encore un peu plus. Et il y avait quelque chose de très ajusté là, chez eux, donc je m'en foutais, mais en tout cas, et un jour ils m'ont bloqué. Hein ? Ça t'entrait. Et puis surtout, il y avait quelque chose d'effectivement, eux ils sont dans la pratique. Thich Nhat Hanh, il est dans la pratique. Il est dans ce qu'on appelle le bouddhisme effectivement ancré. Si tu fais de la méditation, puis qu'à côté de ça, tu fais n'importe quoi, dans la pratique, c'est la pratique, la durée de méditation, c'est pas quand tu es en méditation, c'est tous les jours. Quand tu bois un verre, tu médites. C'est dans le bouddhisme appliqué, voilà. Donc moi j'ai été, je vais vous expliquer la suite. Donc un jour il y a 1 ou 2 moines qui me voyaient défiler tous les samedis, qui me voyaient arriver ou partir, là où les gens restaient, manger, manani, moi j'arrivais, je repartais. Un jour ils m'ont bloqué, ils m'ont dit tu veux pas rester déjeuner, machin, nanana, non. Et puis bon, ils ont fini par m'amadouer quand même, ils m'ont un petit peu, comment on appelle ça, les animaux sauvages là, ils m'ont un petit peu apprivoisé, et donc j'ai fini par passer beaucoup de temps là-bas. Et donc par suivre, donc la responsable de ce monastère s'appelle Sœur Yeknim, c'est une vieille dame qui était kiné à Lyon pendant 25 ans et qui est devenue moniale. Et donc un jour, au sein du monastère, elle a transmis une méthode qu'elle avait mise au point qui s'appelle la relaxation manuelle en pleine conscience. Elle a transmis ce truc-là parce que le Thich Nhat Hanh lui a dit ça serait quand même dommage que elle a 70 ans cette dame. C'est une méthode superbe, ça serait dommage qu'elle se perde, il faut que tu la transmettes. Donc elle a au travers du monastère, fait un cycle de transmission de cette méthode-là qui a duré 5 ans. Donc auquel j'ai participé, donc pour vous dire, le premier module on était 20, le deuxième on était 10. D'ailleurs, j'attends ça. Oui, c'est ça. Donc c'est un apprentissage de la pleine conscience par la pratique. C'est un soin en pleine conscience par la pratique qui remet la connexion du schéma corporel dans le corps, le schéma corporel interne. C'est travailler sur la proprioception. Donc pendant 5 ans, j'ai passé du temps, beaucoup de temps avec eux, en informel. Et puis au travers de cette formation-là, donc je suis donc diplômée de l'Institut européen de bouddhisme appliqué. Voilà, exactement. Donc c'est d'ailleurs ma présentation, on est 10 à être diplômés de l'Institut européen de bouddhisme appliqué par cette méthode-là. Donc je viens de la pleine conscience par là, mais de la pleine conscience dans le sens, la pleine conscience, c'est la pleine conscience de soi. C'est juste un truc qui dit, si tu es conscient de toi-même tout le temps, tu es conscient au monde, tu es ouvert au monde. Du voilà. coup, dans l'image, c'est peut-être le but, c'est de faire remonter l'iceberg à la surface. Oui, de baisser, donc par rapport dans le bouddhisme, eux ils appellent ça la conscience profonde, d'accord ? Et cet espace-là qui est la surface, ils appellent ça l'amoureux. L'amoureux. C'est la partie, et c'est très mignon à dire comme ça, l'amoureux c'est celui qui s'attache à tout. Ouais, mais ça me parle. C'est celui qui dit quand là il y a de la colère, quand ça passe par l'amoureux, lui il dit je suis colérique. Quand là il y a de la joie, lui il dit je suis joyeux. Au lieu de dire il y a de la colère, là il y a de la colère, dans ma masse il va dire je suis colérique. Qui s'identifie à l'identification. Et qui lui, du coup, peut se présenter en disant bonjour, moi je suis quelqu'un de comme ceci, moi je suis quelqu'un de colérique, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, parce qu'il s'attache à se représenter par des informations qui sont des informations, il y a eu de la colère, c'est pas parce qu'il y a de la colère à cet endroit-là que tu es colérique, il y a de la colère, voilà, point, ça s'arrête là.
Mais lui, il aime bien s'identifier, parce que c'est comme ça qu'il peut... Hein? Non, ça me met en colère, ces trucs-là. Qu'est-ce qui te met en colère? Ces histoires de caractère, de personnalité. Non, mais moi je suis comme ça. Oui, voilà. On en était où dans ton histoire? À quel âge? C'était il y a 15 ans à peu près. La formation. T'as eu ton diplôme? Non, on a le diplôme, on l'a vu très à la fin. C'était pendant cette formation-là. Donc, parallèlement à cette formation, pendant que je traînais chez les gaullistes et tout ça, dans la pratique de la relaxation proprioceptive, un jour, parce que comme on se soignait, on faisait des soins les uns sur les autres. C'est le body scan, ça? Hein? C'est le body scan? Non. Mais ça, c'est le body scan extérieur. Là, c'est un soin que tu fais. Et donc, pendant qu'on faisait ces pratiques-là, il y a quelqu'un qui me pose les mains sur les genoux pendant cette pratique. Donc, moi, j'étais le receveur et la personne. Donc, c'est un protocole de soins qui fait des trucs à tous les endroits du corps. Donc, on était aux genoux, c'était le deuxième module. Donc, on faisait un endroit par module de 2 jours, 3 jours même. Donc, elle me pose les mains sur les genoux. Et là, à l'intérieur de moi, il y a un truc qui, s'il y avait eu une Kalachnikov, aurait buté tous les moines et tout le village et toute la ville en entier, tellement la rage est montée. La rage, c'est-à-dire vraiment, j'ai vu, j'avais eu un flingue à ce moment-là, je butais tout le monde. Parce qu'on m'a posé les mains sur les genoux. Là, donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. La mémoire du corps. Voilà. C'est qu'il y a des endroits dans notre corps qui sont chargés de trucs dont on ne sait pas. Donc là, par exemple, on met les mains sur... Ça aurait pu m'arriver dans n'importe quelle circonstance de mon existence, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. En général, les gens, quelqu'un qui te pose les mains sur les 2 genoux, c'est assez rare en fait. Donc là, c'était vraiment particulier. En plus, on était dans un état méditatif assez profond parce qu'on était dans la pratique. Donc là, le fait d'être dans l'état méditatif profond, donc la méditation, la relaxation profonde, on est à peu près à cet endroit-là. C'est vraiment, on est juste en dessous de la... C'est les états de relaxation profonde, c'est là où on est conscient, mais on est relaxé. Donc on est juste en dessous de la surface. Donc on était à ce niveau-là, et là, du coup ça a ouvert, j'avais la porte ouverte vers dessus. Et là on a mis les mains là-dessus, et là je me suis dit, alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne peux pas rester avec un truc où quand je touche les genoux, j'ai envie de buter la terre entière, il y a un problème, quoi. Donc je suis allée... Pardon, t'as réessayé? De quoi? Depuis? J'ai travaillé, oui. Non, mais je veux dire, c'était pas un truc du style, si on touche exactement cet endroit avec tes mains, ça fait ça? Non. À ce moment-là, dans ce contexte-là, ça a éveillé ça en toi. Mais en fait, c'est que le fait d'être dans ces conditions-là, ça m'a permis de connecter à ces informations qui étaient engrammées dans mes genoux. C'était difficile de pouvoir y connecter. Après, quand on fait des gens qui font des soins comme moi, on le sait que quand on met les mains sur quelqu'un, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Et qu'à tout instant, tu peux réveiller un truc, parce que c'est le moment, et ça peut être n'importe quoi. Et là, pour le coup, grosse violence, quoi. Mais cette violence, elle n'était pas déclenchée à chaque fois que quelqu'un te mettait les mains Non, mais, sur les genoux. j'en sais rien, parce que concrètement, qui c'est qui me pose les mains sur les genoux? Mais en fait, moi, c'est pas. Ce qui m'est venu, c'est. Si j'ai ça à cet endroit-là, déjà, je ne sais pas ce qu'il y a à d'autres endroits. Et comme je ne suis pas tout le temps connectée aussi profondément à moi-même, en lien avec moi, en fait, je ne sais pas si peut-être que quand on me touche le bras, ça connecte à des trucs qui me mettent dans des états avec lesquels je n'ai pas conscience. Et en fait, j'ai connecté par l'expérience à ce que c'est que la mémoire cellulaire. Et là, je me suis dit, ouh, c'est chaud quand même. Parce que moi, je croyais que j'étais un corps, machin, et que machin, mais je ne pensais pas qu'il y avait des trucs aussi lourds derrière. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir un peu plus loin cette histoire, par l'effet du hasard. Je me suis retrouvée au Centre d'art et d'écologie corporelle de Paris, qui a été créé par Paul Charrois et Iman Mourislar, qui sont des gens qui ont créé le Wu Tao, et c'est surtout des gens qui ont créé la transanalyse, qui est une pratique par le souffle. Pratique de trans par le souffle. Donc, ces gens-là, à ce moment-là, donc pendant que je faisais la formation avec Sœur Elisabeth à la suite de ce truc-là, j'ai pris contact avec eux, ils ont mis en place sur une année un processus de transanalyse, donc on se voyait toutes les semaines, on faisait une transe du souffle. La première transe que j'ai faite de souffle, donc c'est par la respiration active, je déclenche des états, la première respiration que j'ai faite, je me suis retrouvée en tétanie complète pendant 2 heures. Mon corps a bloqué complètement, et là je me suis dit, mais c'est quoi ce corps en fait? Qu'est-ce que j'ai? Et donc, pendant 1 an avec ce processus de transanalyse-là, qui est un processus par le souffle.
Trans-analyse, c'est-à-dire que tu rentres dans la transe et du coup il se passe des choses. Donc on a travaillé. Donc, alors ça c'est fait en reverse au secours. Parce que alors, le reverse au secours, ça se fait en respiration holotropique. Parce que alors, le rebirth, c'est l'idée, elle est bonne. L'idée, elle est très bonne. Le rebirth, c'est une méthode qui a été mise au point il y a une vingtaine d'années. Je me fais l'idée, mais je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Ouais. Donc, c'est des méthodes de revivance des états traumatiques. Et tu rentres dans ces revivances-là, c'est-à-dire faire réémerger un trauma, retraverser un trauma en l'ayant déclenché par le souffle. Super idée à la base. Je parle pas de la même chose. Voilà. Idée intéressante à la base. Un process de rebirth, pour moi, c'est une renaissance, une simulation de renaissance, Ouais. de réaccouchement, par exemple. Ouais. Mais donc là, on ne parle pas de la même chose. En fait, c'était revenir un trauma et de le retraverser. En faisant une renaissance. Dans leur objectif, c'était ça. Hein. Sauf que on refait sortir et on renaît. On fait des processus de renaissance. Dans la pratique, dans la matière, ça se passe quoi? Processus de souffle. Et tu laisses émerger le trauma et tu le laisses et tu vis ton truc. Tu déclenches un état. Non, sur une chaise, c'est pas possible, tu tiens pas, c'est allongé. Mais par le souffle, tu redéclenches un état corporel que tu retraverses accompagné. Sauf qu'effectivement, tu retraverses. Donc ça veut dire c'est double peine. Quoi. Tu retraverses, c'est pas sûr que tu le débloques parce que tu le retraverses. Donc, mais l'idée était bonne, hein, vraiment. Donc il y a eu quand même beaucoup de problèmes avec cette technique-là. Il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont revécu, qui sont restés bloqués. C'est un peu comme l'ayahuasca, hein, où tu revis un trauma, mais du coup tu le fais émerger de la psyché, mais tu le traites pas, il redevient virulent. Tu le retraverses, tu le revis, mais tu le soignes pas. Tu te retrouves juste de nouveau complètement dans le truc. Je suis vraiment gêné par le fait que tu balances des trucs que tu étiquettes. Ouais. C'est comme avec ceci, le rebirth, mon Dieu, je sais pas quoi. Et oui. Est-ce que tu veux dire que c'est des trucs qui n'ont pas marché avec toi? Non, moi je l'ai pas fait. Des gens qui l'ont mal vécu, ou tu l'as vu mal pratiqué? Ça a été mal pratiqué. Ça a été mal pratiqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. En fait, le rebirth, c'est l'ancêtre de l'holotropique. En fait, c'est les étapes qu'il y a eu par rapport aux pratiques, ce qu'on appelle les pratiques parallèles, tu sais, les médecines parallèles. En fait, il y a eu par le souffle, il y a eu tout un courant qui a été fait, qui est parti par le reverse. Cette technique-là d'approche thérapeutique a été travaillée, ça vient des États-Unis à la base. Donc il y a eu beaucoup, mais il y a longtemps, il y a 20-25 ans, et donc c'est tout un processus. Alors évidemment, il y a eu des erreurs, et évidemment, ils ont appris, comme on apprend tous. Mais donc, ton jugement sur toi, c'est que ce truc-là, il ne faut pas être tué. Non, c'est que depuis, c'est-à-dire que ça a évolué, c'est-à-dire que comme ça a été fait, de la manière où ça a été fait parfois, et comme ça a été compris parfois, c'est dangereux parce que tu peux le guérir, quand tu revis un trauma, tu peux le guérir, mais tu peux juste le revivre et rebloquer dedans. Tout simplement. En même temps, cette phrase qui dit le lieu de la guérison est sur le lieu de la blessure, c'est quelque chose qui te parle. Oui, bien sûr. Donc c'est ça qu'on parle. Oui, bien sûr. C'est une étape nécessaire, mais pas suffisante en fait pour guérir. Enfin, revivre l'événement, ça va pas forcément aider à. C'est nécessaire pour éventuellement aller plus loin, guérir, mais. On est d'accord que là, on a un concept qui est quand même un petit peu plus complexe que le rebirth sur mon Dieu. Non, en fait, moi je fais du cours en fait. Tu vois, je fais du cours, c'est-à-dire le rebirth c'est l'ancêtre d'eux. C'était bien, c'était une bonne idée, mais il a fallu progresser dessus. Donc effectivement, je fais cours. Je suis d'accord avec toi. Mon intention en mettant ça en lumière, c'est de mettre de la conscience dans les mots de certains trucs, parce que peut-être que des gens vont trouver quelque chose qui va les enrichir dans cette méthode-là, quoi. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as. Je veux dire que la pratique peut À moi personnellement, oui. Oh, okay. Moi je jette parce que depuis il y a d'autres choses qui ont été faites et que il y a la manière d'aborder la même chose un peu plus tranquillement en fait. Voilà, de manière un peu plus cool. C'était un peu, bon allez, ça va pas, on va revivre le trauma, allez on y va, et puis on vit un truc super dur, hyper violent, et puis c'est cool.
Tu vois, c'était un peu ça leur projet. C'est un peu comme ça que ça a été pratiqué. Parce que moi j'étais en train de parler. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est parce que moi j'ai fait vite sur le reverse parce que j'étais en train de parler de la transanalyse, où je me suis fait un blocage, où je suis restée bloquée pendant 2 heures dans une. Voilà. Mais donc moi j'ai découvert, j'ai rencontré dans ma recherche par rapport aux mémoires cellulaires, de comment on évacue la mémoire cellulaire, j'ai rencontré le souffle. Je l'ai rencontré de manière assez brutale et violente, c'était déjà plus du reverse, c'était déjà encore autre chose. Et donc j'ai continué à chercher par rapport à ce biais-là, en fait. Donc j'ai continué en parallèlement à mon apprentissage de la pleine conscience au travers de la technique de soins, j'ai aussi cherché par rapport à la porte du souffle. C'était pour répondre en fait à la question de d'où t'arrives et c'est quoi ton process. Donc effectivement, moi, même l'holotropique, je le vire, parce que l'holotropique, je l'ai fait, j'ai pratiqué pour moi, et même ça, je le vire. C'est pareil, c'est des techniques de respiration, transport le souffle, hyper efficace, hein, c'est super bien, mais c'est, pour moi, trop violent. Pour moi, c'est trop, y a des trucs à nettoyer, il faut nettoyer, allez, on nettoie, on dégage. Donc j'ai rencontré le souffle via cette pratique-là qui est la transanalyse, qui a été un an exceptionnel. Ça m'a vraiment permis de réhabiliter des choses, mais pour moi, cette technique de souffle était top, mais il y avait des espaces qui étaient en lien avec ce que j'apprenais par rapport à la pleine conscience et la manière dont j'abordais le corps, ça ne connectait pas. J'ai continué à travailler avec quelqu'un qui s'appelle Fabienne Fournier, qui aussi travaille avec le souffle, et c'est pareil, en travaillant avec sa méthode, j'ai vu qu'il y avait des limites dans ce qu'elle faisait, et à partir de là, j'ai vu un peu ce qui me semblait être juste dans la méthode du souffle, et là où, pour moi, on pouvait éviter de se mettre dans la douleur et dans la souffrance en passant par une technique les mêmes, mais juste en abordant les choses avec un tout petit peu plus de conscience, en mettant un peu plus de conscience dans le corps et la respiration. On n'était pas obligé de faire des trucs comme ça et de se faire du mal, en fait. Tu as fait évoluer, tout simplement. Tu as fait un mix des pratiques que tu as appris pour faire j'ai vu là où pour moi c'était trop violent, et où je me reconnaissais pas par rapport à l'apprentissage que j'avais fait du corps par la pleine conscience et comment on va dire ça, c'est le respect de soi. Le respect de soi, mais vraiment le respect de soi. C'est-à-dire ma mémoire cellulaire, toutes mes cellules, chacune de mes cellules mérite le respect. Chacune des traumas que j'ai, ils sont là, méritent le respect avant de prétendre que je vais les sortir, peut-être se dire, voilà, avant ça, on va déjà juste reconnaître qu'il est là, tout simplement. Tiens, bon, déjà voilà qui je suis, avant de me dire, ça je vais m'en séparer, déjà de me dire, moi c'est ça quoi, tout simplement. Donc en fait, ma recherche depuis cette période-là, et depuis que moi je me suis réintégrée, et qu'effectivement j'ai accédé à des méthodes que j'ai trouvées un petit peu, qui étaient bien, mais voilà. Pour moi, c'est là, le respect. Je me rappelle que la deuxième personne avec qui j'ai travaillé le souffle, c'était génial, sa technique était top, mais elle-même, elle avait un propre respect de son corps qui était ultra violent. Et je me disais, mais on peut pas, c'est pourquoi la méthode est géniale, c'est super, on traverse des super trucs, on reconnecte à plein de trucs, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de le faire comme ça quoi, c'était une approche militaire un peu presque ça. Elle avec elle-même, elle était dure, ouais, elle était assez ardue. Oui, mais c'était bien parce que des fois, il faut être comme ça. Mais si tu as intégré que oui, j'y vais et je choisis ce chemin-là, pour plein de raisons, je le choisis, mais je le choisis. Et je sais que c'est moi qui l'ai choisi. Si je choisis d'être un peu trop hard avec moi, je suis un peu hard avec moi. Et je choisis d'être un peu hard avec moi, et je suis ok avec l'idée que je suis un peu hard, parce que je reconnais qu'il y a une partie de moi qui est un peu militaire, je suis ok avec, et du coup on le fait par ce biais-là. Mais c'est par la reconnaissance de qui je suis complètement, et c'est toujours de dire, un trauma, d'accord, mais avant de se dire on va le dégager, on va déjà se dire qu'il est là. Ouais, et elle n'avait pas conscience qu'elle était, elle était à l'endroit où elle était de sa méthode. Super, moi elle m'a permis d'explorer encore plus loin cette méthode du souffle et de me rendre compte qu'effectivement pour moi, s'il n'y a pas la bienveillance, mais dans le sens du respect de soi, ça va
j'ai beaucoup de je ronge un peu l'os de la bienveillance parce que je trouve que c'est un mot qui est vraiment mal vendu, mal utilisé et amené à toutes les sauces un peu. L'attention. Ouais, l'attention respectueuse de soi. L'attention de soi. Ouais, voilà. Et donc j'ai généré et j'ai travaillé sur cette méthode-là. Et j'ai rencontré, à la suite de ça, j'ai rencontré un musicien sacré de tradition Gnawa, qui sont les chamans marocains. Hein? Gnawa Diffusion, quoi. Sauf que Gnawa Diffusion, c'est la version. C'est un groupe de. C'est la version commerciale. Ouais, comment on appelle? C'est la version profane de la musique. Ouais, voilà, Donc la musique Gnawa, c'est de la musique sacrée qui travaille sur.